Bon, en tout cas, je voulais vous remercier d'être là ce matin. Et puis merci à l'association de m'accueillir pour faire ce petit exposé sur les pierres. Donc je vais vous parler de lithothérapie ce matin, c'est ma passion. Et je voulais aborder un sujet un petit peu... Je voulais aller un petit peu plus en profondeur en fait. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé la litho, c'était il y a un certain temps, on en parlait moins, il y avait moins de phénomènes de mode, on va dire. Et c'est vrai qu'actuellement, on va aller sur le net, on va trouver un tas de vertus aux pierres, on va trouver des pierres à Cultura, on va trouver des pierres dans les marchés de nuit sur la Côte d'Azur, etc. Et c'est vrai que je voulais faire ce petit exposé, d'abord parce que les gens associent la pierre à l'auto-soin, alors c'est possible, mais il faut savoir qu'il y a des thérapeutes quand même, et il y a une science, entre guillemets, qui s'appelle la lithothérapie. Donc il ne va pas s'agir juste de prendre une pierre, de la tenir dans la main et je suis guérie, c'est pas si simple. Et je voulais aller un petit peu en profondeur pour vous expliquer, mais au fait, les pierres, mais comment ça marche en fait? Parce que, ok, il y a toutes ces vertus-là, parfois qui se contredisent d'un site à l'autre, mais c'est ce qu'on vient de voir, il y a quand même une polyvalence aussi au niveau des pierres. Mais finalement, pourquoi ça marche et comment pourquoi on va utiliser les pierres? Pourquoi c'est pas une idée complètement saugrenue d'utiliser les pierres? Donc c'est ça que je voulais voir avec vous. Bien sûr, bon, on peut développer chaque petit paragraphe, etc. Mais là, vraiment, c'est une vision globale. Alors, en lithothérapie, en grec, ça veut dire cure de pierre. Et les pierres qu'on va utiliser en lithothérapie, en fait, c'est des compositions de substances qui sont, alors c'est flou, mais bon, peu importe le détail, mais les pierres, c'est des mélanges de substances qu'on va trouver dans le tableau périodique des éléments. Donc c'est vraiment des substances de base. Alors qu'est-ce que c'est le tableau périodique des éléments? Il y a du phosphore, il y a du fluor, du calcium, du magnésium, du lithium, etc. Donc on va retrouver ces substances-là dans les pierres sous forme de mélange, à différents degrés de composition. Et on va aussi utiliser des métaux, comme l'argent, le cuivre natif, l'aluminium. Et il va y avoir aussi des composés volcaniques issus du basalte. Ça va être toutes les pierres qui ont du feldspath, comme la labradorite, la pierre de lune. Et puis on va aussi avoir des résines, donc des substances organiques, comme l'ambre, qui n'est pas une pierre, mais en lithothérapie, elle est considérée comme pierre. Donc, alors il y a une étude, que vous avez peut-être déjà vue, qui a été faite. On a essayé de recréer la vie sur Terre, en fait, les origines de la vie, de trouver en laboratoire pour recréer les origines de la vie sur Terre. Et donc on a mis le bon dosage des gaz, c'est-à-dire l'azote, le méthane, l'hydrogène. On a fait pareil, la bonne température de l'eau. On a essayé de simuler les éclairs avec des décharges électriques. Et en fait, c'était complètement infructueux, on n'arrivait pas à rien créer du tout. Et pourtant, tout était là, on se dit c'est pas possible, la création de la vie, il faut tout ça. Et en fait, l'expérience était complètement infructueuse, jusqu'à ce qu'on ait l'idée de mettre de l'argile. Et le fait de rajouter de l'argile, on a créé une petite molécule, qui est une petite enzyme, une petite protéine, et elle rentre dans la composition de l'ARN. Alors bon, l'ARN, c'est un photocopieur de l'ADN, mais vous savez bien que l'ADN, c'est un constituant du vivant qui est dans le noyau de nos cellules. Et donc, on se rend compte que l'argile qui a du silice, le silicium, et en fait, le silicium, c'est le matériau constitutif du vivant nécessaire pour créer le vivant. Donc ça, il faut le retenir. Parce que la plupart des pierres, en fait, sont composées de silice. Ça va être tous les quartz, l'améthyste, la citrine, l'agate, enfin, beaucoup de pierres. La plupart des pierres ont du silicium à différents degrés de dosage, sachant que le quartz est très très concentré en silicium, il n'y a quasiment que ça, quoi, avec l'oxygène. Donc ça c'est une première petit détail. Alors de nos jours, on utilise aussi les pierres, certains minéraux dans les smartphones. On sait qu'on a du cobalt, on a du lithium dans les batteries, les montres à quartz, les ordinateurs, les émetteurs radio utilisent le quartz. Et deuxième petit point à retenir, c'est que le quartz, il stabilise les fréquences. Donc c'est intéressant.
de se le mettre dans un petit coin de la tête, cette histoire de fréquence et de stabilisation de la fréquence par le quartz. Alors, on peut dire que les nouvelles technologies vont utiliser des éléments qui sont vieux comme le monde, en fait, hein, puisque les pierres ont été utilisées aux quatre coins du monde par toutes les civilisations. Sans qu'elles se connaissent, on retrouve quand même, et parfois des écrits, on va retrouver l'utilisation des pierres à usage notamment médical pour guérir. Alors, je ne vais pas tout citer non plus, mais alors, on va essayer de s'en sortir comme ça. Où ma flèche? Sur la droite. Oui, mais c'est là, pas sur mon écran. Est-ce que c'est parce qu'on a vu? Il faut que tu parles. Désolée. Mais c'est bienvenu, tu vois. Bon, en fait, il faut juste ouvrir une page. Ah, on a vu, mais... Bon, là, ça y est, ça nous a bugué. Alors, les anciennes civilisations, donc on a dit qu'elles utilisaient les pierres. Alors, il y a un cas, alors je vous passe tous les détails de réfraction de la lumière avec la calcite optique, mais c'est intéressant. On sait que vraisemblablement, les Vikings utilisaient la calcite optique pour se repérer par temps de brouillard et pour pouvoir naviguer. En fait, ça leur servait de boussole. Alors bon, bien sûr, il y a différentes théories, il y a aussi d'autres pierres, mais essentiellement la calcite optique. On sait aussi que la chrysocole, qui contient du cuivre, avec la malachite, donc qui est en photo, était utilisée comme liant à l'or. On avait trouvé aussi que quand on mettait des pierres qui contiennent du fer au soleil, ça les rendait magnétiques. Donc voilà, les anciennes civilisations savaient utiliser les pierres. Alors de façon plus marrante, on utilisait aussi la cornaline pilée comme du dentifrice. Et puis la cornaline a aussi la propriété d'étancher la soif. Donc dans les déserts, il était coutume de sucer des cornalines pour étancher la soif. Alors c'est vrai qu'on va dire que l'ambre a été une des premières pierres médicinales de l'humanité il y a 7000 ans. Et l'ambre pilée et puis le jaspe aussi pilé, mélangé avec du miel, était très utilisé pour tout ce qui est maux de gorge, maux d'estomac. Qu'est-ce que j'ai après à montrer? Ah non, c'est pas ça que je vais montrer. Donc en fait, on sait aussi que le jaspe sanguin, par exemple, a la propriété de tirer le venin du sang lorsqu'on est mordu. Ensuite, les couteaux, par exemple, des chirurgiens étaient en ambre ou en agate parce qu'ils sont réputés pour arrêter le sang. Alors le jaspe sanguin aussi est réputé pour faire coaguler le sang, assainir tout ce qui est pu, etc. Donc on avait trouvé quand même toutes ces propriétés aux pierres. Alors, c'est pas dans l'ordre, c'est dommage parce que je pensais avoir fait ça bien. En fait, il n'y a pas que la transmission orale, en fait. On va retrouver aussi, ça c'est le papyrus d'Hébers, on va retrouver quand même des indications à but médicinal d'utilisation des pierres. Donc voilà, sur papyrus. Alors un peu plus proche de nous, alors c'est tout petit. Un peu plus proche de nous, il y a Hildegard de Bingen, au XIe siècle, qui utilise l'améthyste, topaze, l'émeraude pour soigner les yeux, et puis la chrysoprase sur la poitrine pour calmer les colères. Bon, on a d'autres écrits. On a d'autres écrits comme ça. Bon, c'est un peu petit. Un peu plus proche de nous par rapport à l'utilisation des pierres. Alors c'est vrai que je ne vais pas forcément tout citer, mais lié aux pierres, on a aussi des connotations. La pierre est liée est synonyme de pouvoir, de richesse. Ça va être le lapis lazuli des pharaons, ça va être les joyaux de la couronne et de la papauté. Donc on pourrait détailler bien sûr tout ce que je cite, mais ce n'est pas le but. Vraiment, je vais vous amener vers une vision globale
des pierres. Et alors, je vais revenir à ma petite truc là de tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais mis ça, mais c'était pas du tout dans l'ordre. Et dans la mythologie aussi, on retrouve l'utilisation des pierres. Et là, voilà, c'est une coupe d'améthyste. Et par exemple, les Romains buvaient le vin dans des coupes d'améthyste parce que l'améthyste a la propriété de dégriser, en fait. D'ailleurs, bon, moi souvent, je mets une améthyste sur le front des patients parce que ça chasse toutes les idées parasitaires, en fait. En fait, dans la mythologie, on va retrouver aussi une pierre comme l'hématite qui oxygène le sang. L'hématite, c'est une pierre qui est liée avec Mars, le dieu de la guerre. Et les soldats faisaient des pâtes, s'enduisaient avec des pâtes d'hématite pour s'assurer les victoires en fait, lors des combats. Et on pensait aussi maîtriser la météo, les orages. Donc il y a des pierres comme les béryls qui étaient utilisées pour conjurer le mauvais temps. Alors voilà, il y a toute une littérature là-dessus. On va retrouver les pierres aussi dans les rites religieux. Donc ça va être le marbre des sépultures, ça on connaît. Ça va être aussi... la serpentine est une pierre qui va se travailler très facilement, donc on va la retrouver dans les amulettes, dans beaucoup de représentations figuratives. Et puis, juste un petit point de détail, la foi chrétienne aussi est basée sur la roche. En fait, on a beaucoup, comme le Mont Saint-Michel, il y a des monuments comme ça qui sont complètement ancrés dans la roche. Donc l'idée d'utiliser la pierre, si vous voulez, c'est pour ça que c'est pas du tout saugrenu en fait. Hein. C'est une fondation, c'est un fondement. Et on l'a vu depuis cette histoire de silice qui est constitutive de la vie, jusqu'à dans l'utilisation mythologique, symbolique et chrétienne par exemple. Alors, il existe des pierres de bonne fortune et de mauvaise fortune. Alors, la cornaline, toujours, il était d'usage de l'accrocher au poignet des nouveau-nés pour porter bonne chance et bonne santé. Et puis, il y a des pierres, certaines opales qui sont un peu maléfiques dans l'histoire. Des pierres qui sont réputées attirer les accidents, attirer les malédictions, le décès de leur possesseur. Et puis, on a aussi l'utilisation de la pierre pour la protection. On continue à le faire aujourd'hui en lithothérapie. Ce qu'il faut savoir, ça peut être de façon préventive. On a utilisé l'émeraude et l'aigue-marine de façon préventive parce qu'elles avaient la propriété de changer de couleur en contact de poison. Donc c'était intéressant, ça a été longtemps utilisé pour certaines, avant de boire certaines boissons. On trempait des minéraux à l'intérieur. Et puis, donc on a aussi la turquoise et l'aigue-marine qui sont des pierres aussi qui protègent pour les déplacements et dans les voyages. Et puis bon, après, l'aventurine qui est censée chasser le mauvais œil, etc. Alors, il y a beaucoup de pierres qui sont protectrices, y compris aujourd'hui. Donc bon, je ne vais pas détailler davantage, mais c'est vrai que on peut pas... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas reléguer toutes ces croyances qu'on a trouvées aux quatre coins de la planète dans toutes les civilisations, sous prétexte qu'avec Descartes, avec le siècle des Lumières, il fallait tout prouver scientifiquement, si vous voulez. Ça ne serait pas arrivé jusqu'à nos jours si vraiment ça ne fonctionnait pas, si c'était complètement infondé. Et en plus, on a des écrits. Alors, un autre point de détail, on a vu avec le tableau périodique des éléments que ces pierres ont des minéraux. Et en fait, notre métabolisme a besoin de minéraux. Donc, bon, là je passe à complètement autre chose. Mais c'est vrai qu'elles sont très très chargées en minéraux. Et alors, dans la médecine actuelle, on utilise sous forme d'oligo-éléments, c'est l'oligosol, les petits cartons jaunes, là, les petites ampoules à mettre sous la langue, etc., de manganèse, etc. Et de la même façon, les pierres sont très chargées de... Donc, si on l'utilise bien, on va pouvoir se soigner, ne serait-ce qu'en utilisant les minéraux qui sont dans les pierres. Alors, je vais faire une petite, un petit tour d'horizon. Il faut savoir que l'aluminium, par exemple, va traiter l'équilibre, va rétablir l'équilibre acido-basique. Donc l'aluminium, on va le trouver dans l'amazonite, dans la turquoise. Le beryllium, c'est aussi une substance qui est très bonne pour la peau. Et ça va être tous les béryls. Alors dans tous les béryls, on a les émeraudes, c'est un béryl vert, mais aussi on a des béryls jaunes et puis béryl
comme la morganite, béryl bleu comme l'aigle-marine, etc. Donc ensuite, le calcium, tout le monde sait que c'est bon pour les dents, pour les os et pour régulariser le rythme cardiaque. Donc on a la calcite qui a plein de calcium, mais aussi d'autres pierres moins connues comme l'aragonite et la caroïte. Carotite, c'est pas pareil. Il y a des pierres aussi qui ont du chrome, comme le rubis, et qui aident à stabiliser, on va dire, le diabète au stade 1. Les pierres ont du fer aussi. Alors on sait que le fer, c'est bon pour tout ce qui est faiblesse, anémie, troubles menstruels. Alors ça va être... il y a beaucoup de pierres, hein, c'est de la bronzite, l'hématite, la pyrite. Le cuivre aussi est très anti-inflammatoire. Donc on l'a vu tout à l'heure avec cette histoire de lion à l'or, on a la chrysocole, la turquoise, la malachite, qui sont des pierres qui sont très anti-inflammatoires, qui vont bien fonctionner pour tout ce qui est rhumatisme, tendinite, etc. Le magnésium aussi supprime les crampes. Alors on a la magnésite, qui on va dire qui est la plus connue. On a des pierres qui ont du lithium. C'est la kunzite, c'est des pierres un peu plus rares, mais le lithium, c'est important, ça stabilise les états émotionnels, la dépression. Bon, je ne vais peut-être pas tout citer, des pierres aussi qui ont du potassium, du zinc, etc. On va le trouver dans des pierres un peu plus... le zinc, c'est un peu plus dur à trouver, donc c'est le mitrophyte. Le mitrophyte, c'est une pierre bleu-vert, donc je ne vais pas amener. C'est un peu plus rare, mais bon, voilà, si on a besoin de se soigner, tout est là. Alors, ce qu'il faut savoir quand même avec ces histoires de minéraux, de substances minérales, il ne faut pas non plus, c'est comme pour tout, il ne faut pas faire d'excès. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah tiens, moi j'ai besoin de magnésium, c'est un peu à la mode, tout le monde a besoin de magnésium, ok. Sauf que vous allez charger, plus vous allez mettre de magnésium, plus vous allez baisser votre teneur en calcium. Donc il faut faire attention, les pierres peuvent s'inhiber entre elles, c'est pareil avec le potassium et le fer, etc. Ça peut être amplifié, mais ça peut aussi s'inhiber. Donc attention aussi à un usage trop prolongé. Oui, puisque... alors, je viendrai dans un deuxième temps. Comment on fait pour que ça fonctionne? Donc ça peut être par contact avec la peau, mais ça peut être aussi par dilution et... on peut boire ça aussi, on peut boire des élixirs de pierre. Alors, bon, on est tous d'accord qu'il existe en fait un champ magnétique, un champ de force, qui est créé par des cours d'eau, et les sourciers, par exemple, peuvent trouver ces champs de force. Mais aussi, les sourciers, avec leurs baguettes, peuvent trouver aussi des minerais, des gisements enfouis. Et on a peut-être tous fait, enfin, vous avez peut-être fait l'expérience de frotter un petit bout d'ambre avec de la laine, et on voit que ça va attirer des petites herbes, des petites particules. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on sait très bien qu'il existe un champ de force magnétique. Et actuellement, on est même capable de le photographier, c'est les photos qui reviennent. Alors, on est capable de photographier les humains, le vivant, et de voir qu'il y a un aura, mais les objets aussi ont un aura, et ont une énergie. Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie, ok, bon, moi je veux bien croire que les pierres, même si ça a l'air de rien, ça peut fonctionner, parce qu'il y a des minéraux, de la silice, etc. Mais au fait, comment font-elles pour nous transmettre tout ce que nous avons besoin? Alors, je l'ai abordé tout à l'heure, on peut procéder par dilution, un petit peu à l'image des fleurs de bac et de l'homéopathie. Bon, moi je ne travaille pas spécialement comme ça, pour plusieurs raisons, mais certains thérapeutes utilisent les élixirs de pierre. Bon, il n'y a rien de compliqué spécialement, hein. On va faire tremper des pierres dans de l'eau, et puis après on procède, on prend une petite partie, puis on dilue. Je ne fonctionne pas comme ça parce que je trouve que c'est très analogue à la médecine chimique traditionnelle. Vas-y, avale ton cachet, puis ça ira bien. Bien que ça fonctionne, bon, moi j'ai une autre démarche. Alors évidemment, les pierres peuvent nous donner toute leur substance par échange moléculaire lorsqu'elles sont en contact avec la peau, mais aussi par rayonnement, parce que tous les objets et les êtres vivants émettent de l'énergie, et cette énergie ne s'arrête pas à la frontière du visible.
Et c'est ce que je vais aborder maintenant. Ça sera intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau atomique. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Donc, en physique, qu'est-ce que nous apprend la physique quantique? Alors, il y a une expérience qui a été faite, alors c'est très simple quand même, en laboratoire. En fait, on a un robot qui projette des photons contre un mur. Et voilà, on a une projection de photons. C'est régulier. En plus, c'est un robot qui projette ça. C'est systématique. Il suffit qu'il y ait un observateur dans la pièce pour que la trajectoire du photon soit déviée. Un truc de fou. L'observateur ne fait rien. Donc, uniquement sa présence va dévier. Donc, on voit que les choses, en fait, il y a une interaction. Les choses interagissent, ne serait-ce que par leur présence. Alors, il y a une autre petite expérience, alors, que peut-être vous connaissez. C'est le chat de Schrödinger. Alors bon, c'est un petit peu marrant. Alors si vous voulez, c'est marrant pourquoi? Alors c'est une expérience de pensée. Heureusement, ça n'a jamais été réalisé. C'est un petit peu barbare. En 1931, en fait, Schrödinger, ce qu'il veut faire, c'est montrer par une image qu'est-ce qui se passe au niveau atomique avec une image en utilisant des choses de notre vie quotidienne. Donc il prend un chat, il prend une boîte, et dans cette boîte, il met une fiole avec un poison. Et il met un atome qui se désagrège de façon complètement aléatoire. Donc quand on est de l'extérieur, qu'on ne voit ni le chat, ni l'atome, ni la fiole, ni rien, on ne sait pas non plus à quel moment l'atome contenu dans la fiole va se désagréger. Donc de l'extérieur, on n'est pas capable de savoir si le chat il est vivant ou mort. Et en physique quantique, en fait, le chat, il est vivant et mort à la fois, c'est-à-dire que les deux états vont coexister. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils vont coexister jusqu'à ce que l'observateur aille ouvrir la boîte et voit si le chat est mort ou vivant. Bon, bien sûr, ça va être réalisé. Mais ce qui veut nous faire comprendre, c'est que c'est une question de probabilité, c'est que les choses sont possibles, mais c'est cette fois-ci, tout à l'heure, l'observateur n'interférait pas, mais c'est l'interférence, c'est l'action de l'observateur qui fait qu'on est dans tel état ou dans tel état. Donc, tout ça pour dire, je ne vais pas m'attarder, c'était une petite expérience marrante, mais c'est que, en fait, les choses sont interdépendantes. Et je fais une petite parenthèse. Si vous avez, par exemple, des animaux qui ont souffert lorsqu'on a testé telle ou telle molécule chimique qui est censée guérir en pharmacie, tel ou tel médicament qui est censé guérir des patients, je pense que ça ne peut pas être bénéfique, si vous voulez, parce que il y a une production de souffrance. Alors comment vous voulez qu'il y ait une guérison derrière? Forcément, il va y avoir tous ces effets secondaires. Alors, encore une fois, je ne l'ai peut-être pas dit dès le départ, tout ce que je dis, moi je ne prétends pas détenir des vérités. Par contre, c'est ce que je crois moi. Et par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc, ce que je dis, c'est des choses auxquelles j'ai pensé, des éléments que j'ai réunis dans un domaine qui m'intéresse. Je ne suis pas en train de vous raconter un livre ou un cours parce que en lithothérapie, je suis autodidacte, je me suis formée, donc bon bref. Et de la même façon, c'est pareil pour un désherbant, c'est-à-dire que quand on tue toutes les plantes pour en sauver qu'une, ça ne peut pas être bénéfique forcément, les choses sont interdépendantes. Et alors pourquoi je vous dis ça? C'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a un champ magnétique, qu'il y a une énergie, que les choses sont interdépendantes. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi les pierres peuvent nous être bénéfiques en fait. Alors, des recherches ont montré que les cours d'eau, les rivières qui traversent des cristaux de quartz sont beaucoup plus purs à l'arrivée, une fois avoir traversé les cristaux de quartz. Donc ce qui nous fait penser que le quartz, comme on l'a vu, contient de la silice, et ce qui nous fait penser que en fait, l'eau garde bien la trace de ce qu'elle traverse. Et d'autres expériences, alors vous l'avez peut-être déjà vu sur le... C'est pas ça que je veux mettre. D'autres expériences, vous avez déjà peut-être vu sur le net, on a des cristaux de molécules d'eau qui se modifient en fonction des sons. Et c'est très intéressant parce que du coup, on voit une corrélation entre le son et la forme. Il y a eu donc ces histoires de son, c'était carrément des musiques, et donc qui font modifier la forme. Et alors, on se dit, mais
mais en fait, le son, c'est une onde. C'est une onde. Et donc, il y a une corrélation entre le son et la forme. Il y a aussi une corrélation entre l'onde vibratoire et la forme. Et je pense qu'il faut le retenir pour comprendre la suite. Alors, il y a une autre expérience qui a été faite par le docteur Mauricio Amato. Alors, elle est un petit peu moins connue parce que je ne la retrouve plus sur le net, donc je pense que, je ne sais pas si ça a été censuré ou pas. En fait, il a réussi, comment je explique ça? Il a réussi à distance, donc d'un laboratoire à l'autre, par le biais donc de l'ordinateur, à reconstituer un brin d'ADN, uniquement par la vibration. Alors comment ça a été fait cette expérience? Bon, dans un tube à essai, il met de l'eau complètement banale, et puis un petit bout d'ADN avec son codage. Et il va procéder à une dilution, à des dilutions successives, jusqu'à ce qu'en fait, dans le dernier tube à essai, il n'y a plus de présence organique du tout, il n'y a plus d'ADN, on n'est que dans de la dilution. Et pourtant, on va garder l'information. Alors, comment ça se fait que l'eau, elle garde l'information? On l'a vu avec les rivières. En fait, c'est ce petite chose-là. C'est-à-dire que les molécules d'eau vont s'agglomérer autour du corps étranger, du corps organique. Lorsqu'il est dilué, il n'est plus là, mais par contre, elles vont garder leur structure moléculaire. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que l'information n'est pas forcément dans l'objet. L'information, elle est dans la structure que va prendre l'eau. Et donc, bon, bref, il a une sonde qui met dans l'eau, et avec cette sonde, il va retransmettre à l'ordi toute la signature vibratoire de cet ADN qui n'est plus là, qui est dilué. Mais il retransmet quand même quelque chose. Et à distance, dans un autre laboratoire, on récupère cette information, on prend un tube à essai avec de l'eau complètement normale, on met des compositions de l'ADN en suspension, qui sont complètement pas liées, et on va reproduire, avec une sonde, on va réémettre cette fréquence, cette signature vibratoire. Et qu'est-ce qui va se passer? On va reproduire complètement à l'identique l'encodage du brin d'ADN initial. Donc c'est assez énorme. Et ça nous dit quoi? En fait, ça nous dit que l'information, elle n'est pas dans l'objet, elle est uniquement dans la vibration. Parce qu'on peut que retransmettre une vibration. Alors vous vous dites, ok, c'est bien, mais nous on parle de pierre, nous on parle de l'eau. Et bien en fait, pourquoi? Parce que notre corps, il est constitué de 65% d'eau. Et donc c'est avec l'eau de notre corps qu'on va pouvoir faire naviguer, faire transmettre toute l'information du cristal en fait. Donc l'eau chargée énergétiquement va circuler partout dans le corps, va élever notre vibration, et lorsque on a atteint la vibration nécessaire, eh bien la maladie va régresser. Alors, je voulais faire une petite parenthèse, c'est que... je vais pas le faire. Allez, parce que je vais me perdre. Après, je vais partir encore dans autre chose. Donc, le but, c'est d'arriver à bon port. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout est ondes et vibrations. Et ce que je voudrais aborder aussi, c'est que, en fait, lorsqu'une personne est malade, sa vibration, elle n'est plus harmonieuse en fait, elle est déséquilibrée énergétiquement. Et donc c'est par le biais des pierres qu'on va essayer de rectifier cet équilibre vibratoire. Alors vous dites, ouais, bah, comment ça se fait? Comment on va faire pour, ok, l'eau, ok, on a de l'eau dans notre corps, ok, il y a une vibration, et puis on va pouvoir transmettre cette information. Mais quelle est-elle cette information? Eh bien, en fait, c'est de l'harmonie. C'est tout simplement de l'harmonie. C'est-à-dire que les pierres ont une structure cristalline très très stable. Et ce qui fait qu'en fait, elles ont une vibration très très stable. Et c'est cette information-là qu'on envoie. Alors, comment ça se fait qu'elles ont une structure cristalline très très stable? En fait, c'est la forme géométrique qui constitue les cristaux. En fait, il y a 7 formes possibles. Donc on a le carré, le rectangle, l'hexagone, c'est les petits nids d'abeilles, le parallélogramme, le trapèze, qu'est-ce que j'oublie, le losange.
Et en fait, si on prend une feuille et qu'on veut la remplir avec ces formes géométriques, il n'y a aucun interstice. Ce n'est pas le cas, hein, je veux dire, il faut l'imaginer. C'est vrai que si on met des carrés là, les uns à côté des autres, ils vont se jointer et il n'y aura aucun interstice. Et en fait, c'est le fait qu'il n'y ait aucun interstice qui donne la stabilité moléculaire. Et le cercle, par exemple, c'est pas le cas. Si on met des cercles, les uns à côté des autres, il y a des interstices, ça ne marche pas. Vous me dites, ouais, mais attendez, là. Oui, bah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, allez. Oui, mais alors, la fleur de vie, alors. La fleur de vie, c'est des cercles. Oui, mais les cercles, ils s'entrecroisent. Donc, c'est pour ça, c'est un symbole, on va dire, du champ vibratoire et qui illustre donc la création de la vie. Et ben oui, mais simplement, les cercles, ils ne laissent pas d'interstice, en fait. Hein, ils s'entrecroisent. Donc, c'est le petit aparté. Alors, je ne veux pas rentrer dans tout le détail parce que même moi je me perds et je ne vois pas l'intérêt. Mais vous me dites oui, mais d'accord, mais la fleur de vie c'est des cercles et moi vous me parlez de cristaux. Ah oui, mais parce qu'en fait c'est des tétraèdres qui vont donner le vecteur équilibrium et en plus mélanger encore avec les tétraèdres et c'est ça qui donne la fleur de vie. Enfin, je vais vite. En fait, c'est lorsqu'on relie les sommets qu'on obtient les cercles. Mais à la base, on a bien des cristaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on utilise 64 tétraèdres. Les tétraèdres, c'est des pyramides. Et en fait, dans les codons de l'ADN, on a 64 codons. Donc, c'est pas déconnant quand même. Bref. Alors, au contact des pierres, le patient va retrouver sa cohérence vibratoire. Alors, quand même, petite parenthèse, il ne va pas s'agir de tenir une pierre dans ses mains ou la poser sous l'oreiller pour que ça aille tout bien dans le meilleur des mondes. C'est pas si simple quand même. Tout dépend aussi si le patient souffre depuis un certain temps, si le symptôme est installé. Il va falloir quand même traiter dans sa globalité. Les pierres sont efficaces bien sûr, mais il va falloir aussi travailler sur tous les centres d'énergie et utiliser des pierres adaptées à chaque centre d'énergie. Alors je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que c'est un petit peu, ça fera l'objet d'autre chose certainement, mais il y a des pierres et des couleurs qui sont qu'on attribue à chaque centre d'énergie ou méridien et on ne pose pas les pierres n'importe où sur le corps de façon complètement aléatoire. Ce n'était pas le débat du jour parce que aujourd'hui je voulais vous donner une vision vraiment globale de comment ça marche. Et par contre je préfère faire une autre partie sur la maladie et le symptôme. Alors Bach disait c'est pas la maladie qu'il faut soigner, c'est les gens malades. On peut avoir autant de maladies que de gens malades en fait. À mon sens, tout est psychosomatique. Alors encore une fois, ça n'engage que moi. Et je pense qu'en fait, les émotions nous impactent et vont nous impacter dans ce qu'on a dans les parties qu'on a les plus vulnérables dans notre corps. Alors, pour moi, il y a trois raisons. Alors, les trois raisons sont quand même imbriquées, je vais les dissocier, mais il y a trois raisons pourquoi on a des fragilités. Alors, bien sûr, ça peut être physiologique, congénital, c'est-à-dire on peut être né avec des malformations, avec une insuffisance respiratoire, etc. Bien sûr. Et encore, il y a vraisemblablement une raison à ça. Mais on a vu aussi des recherches ont montré qu'en fait, les traumatismes de nos parents ou de nos ancêtres, on les retrouve chez nous aussi, par le biais de l'ADN, en fait, impacte l'ADN et le génome, et donc on retransmet nos traumatismes. Et parfois, on va se retrouver avec des zones d'ombre, avec des fragilités dans notre corps, qui sont dues à des expériences parfois qui ne nous appartiennent pas. Et dans ces cas-là, il va falloir travailler sur l'inconscient familial. Il y a aussi tout le poids des secrets de famille
qui peuvent avoir un impact et qui peuvent cibler tel ou tel organe, telle ou telle partie de notre corps. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il fonctionne par image et par symbole, et en nous montrant une partie vulnérable de notre corps, il essaye de nous expliquer, il essaie de nous délivrer un message et de nous faire comprendre, de nous donner à voir qu'il y a un problème à cet endroit-là. Donc voilà, il n'y a pas que le côté physiologique, bien sûr, il peut y avoir une mauvaise alimentation, des carences alimentaires, du stress, c'est pas des maladies imaginaires, hein, c'est des choses qui vont avoir un impact, on l'a vu, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Par exemple, le stress peut engendrer, peut bloquer, peut inhiber certaines protéines qui normalement maintiennent un équilibre et empêchent les cellules cancéreuses de se développer. Donc on l'a vu ça. Bon. Mais il y a aussi tout on va dire, l'impact psychosomatique des choses parfois que nous vivons, que nous avons vécues dans l'enfance, et des choses parfois qui ne nous appartiennent pas. Il y a une littérature là-dessus, ça s'appelle « Survivre à la survie », c'est-à-dire qu'il y a eu des impacts, des traumatismes, on ne les a pas vécus, mais mais on vit avec, donc d'où la complexité. Alors, pareil, il y a une littérature là-dessus, dis-moi où tu as mal, je te dirai, etc. Bon, je ne vais pas l'évoquer plus que ça, mais par exemple, une douleur articulaire au genou, ça peut être synonyme de difficulté à plier sous l'autorité. On sait très bien qu'on a un côté gauche qui est plutôt féminin, donc une douleur gauche, une douleur à droite, côté masculin. Bon, ça peut nous aiguiller pour essayer de comprendre ce que veut nous délivrer, quel message veut nous délivrer notre corps. Et par exemple, j'ai le cas de ce patient en fait, qui perdait l'audition à gauche, et on s'est aperçu qu'en fait le décès de sa mère lui avait été annoncé par téléphone. Donc, alors comprendre les choses, ça aide, on va dire. Ça soigne pas forcément, mais ça remet les choses dans l'ordre. Et ça permet de se raccrocher, de comprendre pourquoi on en est là. Après, encore faut-il avoir envie d'évoluer. Et ça, c'est une autre étape. Alors, si vous voulez, les traumatismes, bon, c'est bien beau, on est quand même, la nature est bien faite, on est capable d'affronter une situation compliquée, émotionnellement compliquée. Là où ça devient pathologique, là où le symptôme apparaît, c'est lorsqu'il y a un cumul. C'est-à-dire que, en fait, c'est lorsque les traumatismes s'accumulent. Parce qu'en fait, ils s'additionnent. Il ne faut pas regarder, si vous voulez, le traumatisme déclencheur du symptôme. Il faut regarder la totalité de tout ce que subit le patient. Alors, par exemple, ça va être, et souvent on va avoir des réactions, le patient va avoir des réactions complètement disproportionnées, parfois par rapport au traumatisme. On se dit, oh, bah, après tout, quand même, t'exagères, c'est pas grand chose. Oui, mais c'est pas grand chose. Sauf qu'en fait, il avait déjà, ils étaient déjà en train de contenir autre chose. En fait, c'est ce que j'appelle l'effet ressort, c'est-à-dire, si on veut imaginer ça, on a un traumatisme, bon, bah, on va appuyer d'une main comme ça, on en a un deuxième, allez, éventuellement, j'appuie de deux mains comme ça, et on en a un troisième, bah, je lâche tout, parce que là, franchement, j'ai que deux mains, j'y arrive pas, c'est pas possible. Et du coup, on va voir ressurgir des affections qui étaient complètement invisibles, mais en fait qu'on retenait et qui nous empêchent d'avancer, mais aussi qui nous empêchent de faire face à ce troisième traumatisme. En fait, en psychologie, c'est la décompensation. C'est-à-dire qu'on a un équilibre, on a une affection, mais on a des déséquilibres qui permettent de la contenir. Et à un moment donné, lorsque l'équilibre n'est plus là, et en fait, l'affection se révèle, mais parfois très longtemps. Il peut y avoir aussi, par exemple, des dépressions infantiles qui passent complètement inaperçues. Et puis, à l'âge adulte, on va rentrer dans une dépression profonde et installée. J'ai des patients comme ça qui me disent, mais je comprends bien, tout va bien dans ma vie, je comprends pas, j'ai un mari, des enfants, un boulot, machin, je vais bien, hein, et puis je pleure tous les jours. Ben oui, mais parce que certainement que il va falloir aller chercher beaucoup plus loin la cause de tout ça. Et certainement que malheureusement
effectivement, dans l'enfance, il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose de traumatisant, il y a eu certainement une dépression infantile qui était là, et on ne l'a pas soigné, on ne l'a pas vu pour X raisons. Par contre, là, aujourd'hui, il va falloir y aller, quoi. Donc, c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que lever un symptôme, c'est pas juste mettre du sparadrap, c'est pas mettre un pansement, mais il faut avoir envie d'y aller, parce qu'il faut avoir aussi... c'est pas forcément sympa, c'est sympa après, mais le parcours thérapeutique peut être un petit peu... il faut avoir envie de faire face à certaines choses, mais bon, il n'y a que comme ça qu'on avance de toute façon. Alors... Alors les pierres dans tout ça. Alors les pierres dans tout ça, alors on a des pierres qui sont pas mal. L'obsidienne et la malachite par exemple vont nous aider, vont nous permettre de faire ressortir les traumatismes anciens. Alors c'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse encore une fois. L'auto-soin c'est bien, mais attention à ne pas utiliser n'importe quelle pierre, parce qu'il y a des pierres qui sont quand même puissantes, ça a l'air de rien. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposé, on voit que la pierre a une puissance quand même, avec cette histoire de vibration. Et puis, notamment, bon, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, la malachite, très très bien, ouais, très très bien, vas-y ». Sauf que ça peut créer un mal-être de fou, ou l'obsidienne aussi. Donc ils me disent « Ah oui, mais au début ça allait bien, puis là ça va plus du tout ». Ben oui, ça va plus du tout, parce que c'est pas des pierres à utiliser tout seul dans son coin, et n'importe comment. Il y a d'autres pierres, bon, la prénite par exemple, qui permet de faire ressurgir des émotions refoulées aussi. Et c'est important que tout ça sorte pour éviter que ça somatise dans notre corps. Alors, c'est bien beau tout ça, il y a aussi la pyrite qui permet de montrer, enfin bon, il y a plusieurs pierres qui permettent de montrer qu'est-ce qu'il faut modifier. Évidemment, ça ne va pas nous faire montrer l'image, hein, c'est-à-dire que c'est après l'utilisation de la pierre en séance, c'est le patient derrière qui va avoir certaines réactions, souvent pas très sympathiques, mais qui vont nous guider et qui vont nous faire comprendre de qu'est-ce qui est en train de sortir et qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc je leur dis attention, là, bon, alors ça je ne les mets pas en première séance, des pierres comme ça évidemment, hein. Il faut un petit peu s'habituer aux pierres, faire un nettoyage, et deuxième, troisième séance, on va travailler avec ce type de pierre, quand le patient est d'accord bien entendu, et après on va regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a des effets secondaires, oui, quels sont-ils? Il n'y en a pas. J'ai envie de dire dommage. C'est presque dommage parce que ça veut dire que l'information, vous ne l'avez pas reçue. Vous ne l'avez pas reçue et il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a des couches d'oignons? Est-ce qu'on est venu avec sa combine de plongée et c'est complètement étanche et il y a du boulot? Et parfois, ça peut être très varié. Ça peut être sous forme de cauchemar, ça peut être des éruptions cutanées, ça peut être... enfin, je sais pas, j'ai une patiente qui me dit « Ah, moi, j'ai rien eu sauf les oreilles qui coulent. » Ah bah oui, mais c'est pas rien. et ça nous donne un petit indice, savoir où est-ce qu'on va chercher, où était le traumatisme, où était le problème en fait. Alors c'est bien beau, sauf qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle des crises de guérison. Parce que c'est bien de se libérer de nos traumatismes pour bien avancer dans la vie, voilà. Sauf que c'est flippant d'être trop bien dans sa vie et d'être trop bien en bonne santé en fait. Parce que du coup, ça nous donne une responsabilité, parce qu'il va falloir pas gâcher sa vie quand même. Et être malade, on est en souffrance, c'est pas facile. Mais ça nous donne un cadre, on sait à quelle heure on a mal, on sait à quelle heure il faut prendre notre cachet. Et bon, il y a des pierres qui aident, heureusement. Il y a le quartz fumé, il y a la morganite, etc. On est un petit peu outillé par certaines pierres pour éviter les crises de guérison, parce que ça fonctionne en palier. On va être bien, on va atteindre un palier, un petit peu mieux, et puis parfois c'est la rechute, parce que on était sur une autoroute, l'autoroute des symptômes, de la pathologie, on n'était pas super bien, mais bon, on savait où on était, et moi je voulais prendre des petits sentiers, on ne sait pas où on va, et voilà, c'est flippant, c'est sûr. Donc on a tendance à, parfois, le corps a envie de... le cortex, de toute façon, il va là, dans ce qu'il connaît, il est bien dans ce qu'il connaît, donc il peut y avoir des rechutes. Donc il y a certaines pierres qui peuvent nous aider.
Et puis je fais juste une petite parenthèse. Donc il y a aussi des pierres, la turquoise aussi qui est une pierre contre l'auto-sabotage, le péridot, une pierre tout ce qui est hypocondrie, voilà, donc on est aidé quand même. Petite parenthèse aussi, comment j'explique ça? Il y a des mécanismes psychologiques un peu compliqués, parce que parfois on est malade, mais on a sa place quand même dans la société, dans la famille, et parfois l'entourage, vu qu'on a cette place-là de malade, il y a une opposition d'entourage à notre guérison en fait. Parfois même quand on veut guérir, c'est compliqué, parce que nous-mêmes nous prenons des dispositions en fait, malgré notre maladie, pour nous situer dans un certain cadre, pour donner une certaine réponse. Ça nous fait exister par rapport à notre environnement social et familial. Et je vais juste citer l'exemple, par exemple, de cette femme qui avait une phobie du froid. Voilà, phobie du froid, tout ça, recherche du soleil. Et en fait, il s'est avéré que en fait, son grand-père était mort noyé avec sa maîtresse dans de l'eau froide. Et donc, cette phobie du froid, en fait, c'était sa façon à elle de ne pas, voilà, de la montrer dans son corps, en fait, mais de vivre avec, parce que c'était compliqué familialement de rentrer là-dedans, d'aller exposer ce secret familial à tout le monde, mais ça l'empêchait de guérir, et elle restait avec cette phobie du froid. Bon, c'est un petit exemple. Alors, il y a toujours un effet placebo. Moi, je pense qu'il y a toujours un effet placebo, y compris dans la médecine traditionnelle chimique. Il y a des expériences, alors on n'en parle pas forcément, mais on a fait des expériences où, par intraveineuse, on va infiltrer un antidouleur très puissant à un patient qui est en souffrance. Et lorsqu'on lui dit, voilà, ça va bien se passer, je t'injecte un antidouleur, ça va être trop bien, il est très puissant, eh ben, ça fait effet, hein, ça va bien. Par contre, quand on l'injecte et qu'on ne lui dit rien, ben, en fait, le même antidouleur très puissant, il fonctionne que très peu de temps. Donc, on voit l'impact psychologique. Donc, on l'a vu avec la physique quantique, que les choses sont interdépendantes, mais forcément qu'il y a un effet placebo. Je ne vois pas comment on va séparer le patient de son cerveau et de sa pensée, et je ne vois pas